rapidement. La contrainte est dure, hein, posée aux intervenants, mais bon, c'est le jeu du débat. Peut-être qu'on peut laisser intervenir René Duron en contrepoint. Voilà. On va pas, forcément, le point de vue est nécessairement, je pense, assez différent, mais nous allons voir. Bien, écoutez, bonsoir mesdames et messieurs. C'est bon. C'est bon. Oui, alors, je ne sais pas si je serai en contrepoint, hein, parce que ce que M. Morel a dit, en tout cas dans la description qu'il en a donnée, mon analyse n'est pas très éloignée de la sienne, mais on y reviendra. Moi, je suis donc DDEN. C'est un cycle un peu barbare, ça veut dire délégué départemental de l'éducation nationale. C'est une fonction officielle, puisque nous sommes nommés par l'inspecteur d'académie, suite à notre demande bien sûr, et notre fonction est entérinée par le conseil départemental de l'éducation nationale, qui siège à l'académie. C'est le conseil départemental qui donne son avis. Qui donne son avis en dernier ressort. Voilà. Donc c'est une fonction Premier officielle. Ressort, et après c'est l'inspecteur. Le problème, il est que c'est une fonction qui est très ancienne, hein, puisque je ne vais pas remonter à la création de l'école, ça nous emmènerait très loin, mais il y a eu depuis, disons, les années 1800, un certain nombre de personnages qui ont été comme ça, à côté de l'école, et qui avaient des fonctions plus ou moins, disons, de surveillance, de contrôle. Hein, c'est notamment Guizot qui, en 1833, a mis en place. Puis ensuite, ça a été Fallou. Hein, vous savez, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, je crois, ici, Fallou, hein, puisqu'il a fait descendre dans la rue un million de laïcs. Donc, Fallou a créé effectivement les délégués cantonaux. Hein. Ces délégués cantonaux ont évidemment disparu, ont été renforcés par les grandes lois qui ont créé l'école autour des années 1881, 82, 83 jusqu'à 86, qu'on appelle l'époque Jules Ferry, et qui ont donné à ces hommes et ces femmes un rôle de regard des familles et de la société sur l'école. Évidemment, ça s'est poursuivi, ça a disparu avec le régime de Vichy, c'est pas une surprise, et ce n'est vraiment réapparu sous un autre nom, en tant que DDEN, qu'après mai 1968, c'est-à-dire en 69, et c'est le ministre de l'époque, Edgar Faure, qui a remis en place, avec des missions précises, disons, les fameux délégués départementaux de l'éducation nationale. Mais chacun est indépendant. Je veux dire par là que ce soir, ce que je vais vous dire, c'est en mon nom propre. Je n'engage personne d'autre, même si, en tant que DDEN, nous nous retrouvons soit sur la commune, à Aubervilliers nous sommes 7 ou 8, soit sur le département, mais il n'y a pas de valeur juridique, sauf pour la fédération départementale, qui est reconnue comme pouvant se constituer, mais au niveau des unions, il n'y a pas de lien organique, chacun est indépendant. Nous sommes rattachés à un groupe scolaire, nous participons à la vie scolaire. En gros, je dirais que le DDEN est un ami de l'école publique. Donc, il est là pour suivre... information, nous avons un autre DDEN, si je me trompe, non? Oui, je crois. Il vient de... Même plusieurs. Levez le doigt. Voilà, de Gagny, de Saint-Ouen. De Saint-Ouen, voilà. Vous voyez, on ne se connaît pas forcément parce qu'il n'y a pas de lien vraiment juridique entre nous, et quand nous parlons en notre nom, nous sommes près de l'école, nous participons au conseil de l'école, et puis nous servons en quelque sorte, pour prendre un mot moderne, d'interface entre, disons, l'école et la municipalité, ou l'école et l'inspection académique. Hein, voilà, en gros, vous êtes nommé pour 4 ans. Voilà, et nous sommes nommés, avant c'était pour 3 ans, c'est maintenant pour 4 ans, avec possibilité de renouvellement. Personnellement, ça fait une vingtaine d'années que je suis DDEN. Alors, je voudrais faire un constat justement sur ce que vous voyez de l'intérieur. Voilà, alors ce sera donc un constat. Mais si vous permettez un petit peu avant, puisque je viens de faire un peu l'historique des DDEN. Je vous l'ai dit, hein, je suis un homme libre, donc je m'exprime au nom de moi-même. Et bon, j'ai reçu les documents. Et en gros, l'école gratuite et obligatoire est-elle en danger? Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais d'accord, effectivement, je crois qu'elle est en danger, qu'elle est actuellement sur la tête, il faudrait la remettre sur les pieds. Mais l'école gratuite et obligatoire, je voudrais quand même rappeler qu'à l'époque de Jules Ferry, on a d'abord décidé que l'école serait obligatoire. Et parce qu'on voulait qu'elle soit obligatoire, on a dit qu'elle sera gratuite. Et pour que ça ne pose aucun problème de conscience, on a dit qu'elle sera obligatoire, gratuite
et laïque. Le mot a disparu. Ça me gêne, quelque part. Je vous le dis, comme je le pense. Voilà. Peut-être le Non, mais je veux dire que n'oublions jamais que c'est parce qu'on a rendu l'école obligatoire, hein, qu'on a décidé qu'elle serait gratuite, évidemment. Si elle était obligatoire, il fallait la rendre gratuite. Et pour ne gêner personne, on a voulu qu'elle soit laïque. Aujourd'hui, effectivement, il y a le risque qu'elle soit ni obligatoire. Bien, alors au niveau du constat, bon, mais je pense que M. Morel nous a dit lui-même qu'il avait que laissait le débat s'installer pour qu'on réponde à son constat, hein, et qui nous a brossé et qui effectivement n'est pas très éloquent. Et d'ailleurs, ce constat, moi personnellement, je le vois au niveau, disons, de mes déplacements, au niveau de l'école, même si j'ai été autrefois membre de l'Éducation nationale, mais je suis à la retraite depuis 15 ans, alors donc j'ai pris du champ, hein, donc je ne parle pas non plus au nom de l'Éducation nationale. Mais les autres le diront après, c'est vrai que l'école va mal. C'est vrai aussi, et je le dis, hein, parce que là aussi j'essaie d'être honnête dans ma réflexion, ça n'a pas commencé que ces dernières années. Même si depuis 3 ou 4 ans, on est en train de détruire l'école, qu'on défait ce qui a été fait, et que ce n'est pas terminé. Hein. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué le mammouth, je n'oublie pas quand même qu'un ministre a dit qu'il fallait dégraisser le mammouth. Donc vous voyez que le problème remonte quand même à quelques années. Donc l'école est en danger, pourquoi? Parce qu'il y a un droit qui est inscrit dans la Constitution, c'est l'égal accès à l'éducation. Or, aujourd'hui, je regrette, mais ce droit n'est pas respecté. Ce droit n'est pas respecté, et notamment dans des villes populaires comme Aubervilliers, celle de la Seine-Saint-Denis, il y a un certain nombre d'enfants qui ne sont pas dans les meilleures conditions pour apprendre. Pourquoi? D'abord, vous avez évoqué la formation des maîtres. Ah oui, évidemment, il y a moins de candidats au concours de recrutement. Enfin, il faut voir aussi ce qu'on en a fait de la formation. On l'a quasiment fait disparaître. Demain, ça va être le seul métier où il n'y aura pas besoin de formation. Pour être enseignant, il suffira d'avoir été inscrit à un concours. On avait laissé encore un petit peu de temps de stage, et puis ça y est, ça a disparu. Donc d'emblée, les enseignants sont mis devant les enfants sans qu'ils aient eu une formation professionnelle adéquate. Ce que j'ai eu moi autrefois, puisque j'ai été, disons, à l'école normale d'instituteur. Mais il y a de ça longtemps, c'était dans les années 50. Et là, il y avait pendant 2 ans une formation professionnelle. Donc, on préparait les diplômes, mais on avait aussi une formation professionnelle. On nous enseignait la pédagogie. Or, aujourd'hui, on met les enseignants d'emblée devant les élèves. Et on sait très bien combien les conditions d'aujourd'hui... juste de vous faire tout à l'heure, Michel. Mais dites, madame, le point central est là. Parce qu'en fin de compte, on confond pédagogie et démagogie. Voilà, tout. Démagogie, c'est vraiment le point central. Alors, je ne suis pas contre qu'on demande je ne suis pas contre la masterisation des enseignants, mais je dis aussi, et ils le souhaitent, avoir aussi une formation professionnelle au niveau de leur pratique quotidienne. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous avez dit, beaucoup sont en échec. C'est vrai, mais il faut dire aussi que je crois qu'on n'enseigne pas aux élèves de la même façon, selon qu'ils sont prêts à apprendre ou qu'ils ont des difficultés personnelles qui les bloquent dans leurs apprentissages. Et j'évoque là le problème de la mixité sociale. La mixité sociale, qui a été pensée par le ministre en disant ça va permettre effectivement d'entraîner un certain nombre d'élèves qui sont en difficulté. C'est le contraire qui se fait. La mixité sociale a disparu avec l'instauration de la carte scolaire. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'établissements ont vu les parents, et attendez, je ne leur jette pas la pierre. Je ne leur jette pas la pierre. Peut-être que moi, dans les mêmes conditions, je me serais posé la question de savoir si je laissais mon enfant à l'école publique, dans les conditions qui sont celles de l'école publique qui est laissée par le ministère, par l'inspection académique, j'aurais peut-être été aussi tenté d'aller les inscrire à l'école privée. Donc, on a enlevé un certain nombre d'élèves parce que les parents considéraient que les conditions n'étaient pas remplies pour qu'elles apprennent le mieux, et on a laissé dans les établissements un certain nombre d'enfants en échec.
Si encore on avait mis en place une pédagogie différenciée, hein, et il y a eu ces dernières années un certain nombre de moyens qui ont été apportés. Je pense notamment à ce qu'on appelle les RASED. Les RASED avec psychologues, instituteurs spécialisés. Alors on va passer, ben voilà, on va passer là-dessus sur le E ou sur les G. Eh bien, petit à petit, depuis 2009, hein, pour faire des économies, parce que c'est ainsi que la directrice de la Direction générale des ressources humaines du ministère parle, la directrice dit, oui, c'est vrai que c'est peut-être pas très heureux, parce que, mais en tout cas, on supprime ces postes. Rien qu'en Seine-Saint-Denis, ce sont 80 postes qui vont être supprimés. J'étais encore au conseil d'école de mon école sur Aubervilliers, et les enseignants étaient désespérés de voir qu'en fin de compte, un certain nombre d'enfants qui sont en difficulté scolaire dans les apprentissages fondamentaux n'auront plus la prise en charge qu'ils avaient auparavant, ou que d'autres enfants qui sont en difficulté d'adaptation ou relationnelle avec le monde de l'école ne seront pas non plus pris en rééducation. 80 postes, je ne sais plus combien de postes sur l'ensemble, mais vous qui êtes sur le plan national, vous pourrez le préciser tout à l'heure. Voilà, donc là où l'enfant est en difficulté, on lui a retiré les moyens. C'est quand même extraordinaire. On retire les moyens là où il faudra en mettre plus. Là où il faudra en mettre plus. Hein, vous connaissez comme moi les chiffres. Hein, depuis 3 ans, un fonctionnaire sur 2, donc un enseignant sur 2, n'est pas remplacé. Hein, et alors on tape un peu partout. C'est vrai que cette année, parce qu'on est à 6 mois d'une élection présidentielle, les écoles d'Aubervilliers vous diront on n'a pas été trop touchés. Hein, c'est vrai. Bon. Non, je parle d'Aubervilliers, c'est ce que les enseignants m'ont dit. Mais, parce qu'on est à 6 mois d'une présidentielle, mais l'année dernière, ça a chuté. Hein. Je vous rappelle quand même que... 7 000 postes en moins cette année. Oui, 7 000 encore. 16 000, oui. Non, mais je veux dire, je parle d'Aubervilliers. Hein, mais je suis d'accord que ça reste encore vrai sur le plan national. Donc, c'est pas quand on retire des enseignants, quand on met les conditions de travail pour les enseignants, pour les élèves et donc pour les familles, que l'on peut effectivement combattre l'échec scolaire. Hein. Ça, alors je ne veux pas être trop long, on y reviendra dans le débat, c'est le deuxième point. Hein. Ainsi que la mixité, parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'établissements qui voient partir un certain nombre de bons élèves et qu'il n'y a plus les locomotives qui étaient nécessaires pour permettre à certains enfants de pouvoir rester. Donc c'est ainsi que ça se passe. Donc l'échec de la mixité problématique de moyens, on peut